septembre 1914. Dans ce petit village, l'ordre de mobilisation a été une profonde surprise. À ce moment, la fenaison se poursuit avec activité. Les surprises, les journaux ne sont pas lus, faute de temps. Le 31 juillet, cependant, l'ordre de tenir les chevaux prêts pour la réquisition commence à émouvoir l'opinion, mais personne ne croit à l'imminence de la guerre. Aussi les cloches annonçant la mobilisation causent-elles une sorte d'effarement chez tout le monde. Chacun cesse le travail. Atterré, aucune manifestation bruyante dans le village. Ni enthousiasme, ni récrimination, plutôt un profond étonnement. Lettre de Michel Taubiat, dimanche 14 février 1915. Cher ami, quand nous sommes arrivés par ici au mois de novembre, cette plaine était alors magnifique, avec ses champs à perte de vue, pleins de betteraves, parsemés de riches fermes, et chanonniers, de meubles de blé. Maintenant, c'est le pays de la mort. Tous ces champs sont bouleversés, piétés, les fermes sont brûlées ou en ruine. Et une autre végétation est née. Ce sont les petites monticules, surmontées d'une croix ou simple d'une bouteille renversée, dans lequel on a placé les papiers de celui qui dort là. Retraite, retraite, les premiers jours, les premières semaines de la guerre sont un carnage. Plus de 600 morts, blessés ou disparus en 6 semaines. Personne ne vous l'a dit, car l'armée ne publie pas ses pertes. Mais beaucoup de vos amis sont déjà morts. 114, lettre de Désiré. La nuit s'avance, comme je souffre, comme quand j'étais malade et que j'étais tout petit. Et je ne suis pas seule à penser à ma mère, car j'entends les blessés et les mourants appeler leur maman. 12 décembre 1917. Lettre de René à son père. Mon petit papa chéri, comme je voudrais que tu sois là pour passer la Noël. Je t'embrasse bien fort, mon petit papa. Ta petite Renée qui t'aime bien. Lettre de Roger à son instituteur, le 31 décembre 1916. Cher maître, si vous saviez qu'il nous manque des livres, et si j'osais vous en demander, peut-être parmi tous les chefs-d'œuvre que vous avez écrits, trouveriez-vous, dans un coin, 2 ou 3 brochures fatiguées et ternies, et, paternellement, me les enverriez-vous. Lettre de Christian à sa femme, le 25 février 1916. Tu me demandes ce que nous mangeons. Dans la semaine, en moyenne, 2 fois de la soupe aux pois à la couenne de lard, 2 fois du bouillon de riz sucré, 1 fois des haricots verts et 1 fois de la soupe de riz, avec de la viande de bœuf. On mange à même le couvercle de notre casserole de fer. Et j'ai toujours dans ma poche ma cuillère juste essuyée à l'aide de papier. Tous les 8 jours, je dors 1 fois sans mes bottes. Tous les 10 jours, je change de chaussettes et je reçois ma solde de 5 marcs 30. Je dors toujours habillée, les pieds enfoncés dans un sac, le manteau par-dessus, puis recouvert d'une couverture de lait. Je m'enfuis entièrement dessous. Pour nous asseoir, nous avons au mieux une caisse, mais le plus souvent, rien du tout. Nous nous asseyons par terre sur la paille. Vito, 14 décembre 1914. Cher Paul, il se passe des faits à la guerre que vous ne croiriez pas. Moi-même, je ne l'aurais pas cru si je ne l'avais pas vu. Avant-hier, et cela a duré 2 jours dans les tranchées. Français et Allemands se sont serrés la main. Incroyable, je vous dis. Voilà comment cela est arrivé. Le 12 au matin, les Allemands abordent un drapeau blanc et gueulent « Camarades, camarades, rendez-vous !» On leur en dit autant. Personne n'accepte. Ils sortent alors de leurs tranchées, sans armes, rien du tout, officier en tête. Nous en faisons autant, et cela était une visite d'une tranchée à l'autre. En échange de cigares, cigarettes, et à 100 mètres, d'autres se tiraient dessus. Je vous assure, et si nous ne sommes pas propres, eux sont rudement sales. Dégoûtants, ils sont. Et je crois qu'ils en ont marre eux aussi.
Lettre de Joseph Thomas à son fils. 5 août 1915. À mon petit Armand, tu es encore bien jeune et ne peux comprendre ce qui se passe en ce moment. La guerre, ses horreurs, ses souffrances. Cette carte sera un souvenir de ton père, et il souhaite qu'à l'avenir, les hommes soient meilleurs, et que semblables choses ne puissent plus arriver. Que jamais tu n'aies besoin et sois forcé de mener la vie que je subis en ce moment, en compagnie de beaucoup de papas qui ont laissé, comme moi, de petits anges chez eux. Lettre de Maurice Vaillancourt. Il répond à son fils qui lui a demandé des objets de soldats allemands. Je vais exaucer les vœux à Maurice dans la mesure du possible. Pour les balles allemandes, je pourrais le faire. Je m'apporterai quand je reviendrai. Pour le casque de Prussien, cela n'est pas sûr. Ce n'est pas maintenant le moment d'aller les décoiffer. Il fait trop froid. Il pourrait attraper la grippe. Et puis, mon pauvre Maurice, il faut réfléchir que les Prussiens sont comme nous. Vois-tu qu'un garçon prussien écrive à son père la même chose que toi et qu'il lui demande un képi de français? Et si ce papa prussien rapportait un képi de français à son petit garçon, et que ce képi fût celui de ton papa? Qu'est-ce que tu en penses? Tu conserveras ma lettre et tu la liras plus tard quand tu seras grand. Tu comprendras mieux. À la place du casque de Prussien, je vais t'envoyer à toi, à Raymond. Maman peut les recevoir aussi. Les petites fleurs de prime vert que les petits enfants du pays où je suis cueillaient autrefois et qui faisaient leur joie.